Bonjour Dakar, Abdoulaye Cissé, Lamine Loubès à Montréal. Ça va très bien, Abdoulaye Loubès à Dakar. Ben, ici à Dakar, Lamine, on ne parle plus que de la visite prochainement du président Macky Sall en zone sinistrée, mais il semble quand même qu'il s'y est pris bien trop tard parce que tout le monde y est déjà allé, sauf le président Macky Sall qui aurait dû être le premier, bien entendu. Nous savons tous, Abdoulaye, que les catastrophes naturelles font partie de la vie et tous les pays du monde, en un moment ou en autre, peuvent en vivre. Ce qu'il y a ici de sidérant, il faut le dire, Abdoulaye, c'est que depuis le début de ces inondations-là, on a vu sur les plateaux, dans les médias, des analystes expliquer la faillite et les ratés de cet État. On a également vu des analystes expliquer ce qu'on n'aurait pas dû faire. Donc, jusqu'ici, on en a entendu pas mal sur les inondations en termes d'analyse. Mais dans des situations comme ça, où il y a une population qui est dans la détresse, il y a une attitude qui nous a semblé vraiment incompréhensible, c'est celle du président de la République, qui depuis plusieurs jours n'a pas daigné faire le déplacement et rencontrer ces sinistrés. Les rencontrer pourquoi? Parce qu'il est le président de la République des Sénégalais. Comme son camp aime le répéter, avoir été élu à 58%, donc une écrasante majorité, et que cette population puisse vivre ces moments-là de difficulté et que le président de la République ne se rende pas sur les lieux pour les écouter, pour partager leur peine, mais surtout pour les consoler et surtout leur remonter le moral. Parce que, vous le savez, dans tous les pays, comme aux États-Unis par exemple, lorsque arrive une tragédie, un meurtre, que ce soit également des incendies comme on est en train de le vivre actuellement, les feux de forêt en Californie ou tout simplement des inondations comme ils en ont déjà connu. Le président de la République, une des premières choses qu'il fait, c'est se déplacer. Se déplacer, et là, on ne parle plus du commandant en chef, mais plutôt du consolateur en chef. Et ils ont une formule justement consacrée pour parler de ce consolateur en chef-là qui se transforme pour être du côté et auprès des populations sinistrées. Et pourtant, le président pouvait également s'inspirer de son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade, qui en 2005, suite aux inondations, dès son arrivée, c'est à l'aéroport même qu'il est parti directement dans les zones sinistrées, dans la banlieue, pour rencontrer les populations et les écouter, mais surtout voir de ses propres yeux l'étendue du désastre avant de prendre des mesures. Mais ce qu'il y a de plus regrettable, c'est qu'à chaque fois, oui, on l'a vu à la télé faire sa déclaration, mais de tout vouloir réduire à de l'argent qu'on donne aux populations, cette politique du ventre de tout le temps, quelle que soit l'ampleur du désastre, pensez qu'en donnant des sacs de riz ou tout simplement de l'argent, ça va finir par calmer la colère ou simplement la détresse des populations, alors qu'on le sait, le problème est beaucoup plus profond, mais et que rien n'a été fait. Fait qu'encore une fois, c'est de l'argent du peuple, toujours l'argent du contribuable qu'on récupère, mais qu'on n'investit pas au bon endroit, mais qu'on essaie aussi d'utiliser pour un peu camoufler ces ratés-là, mais aussi essayer de gagner cette sympathie-là tout le temps par l'argent et que finalement, la situation va se répéter encore et on sera là encore une fois à en reparler. Mais je trouve que ce manque d'empathie du président de la République, l'empathie, cette faculté à se mettre dans la peau de la personne qui souffre avant de prendre un certain nombre de mesures, ça a drôlement manqué et ce n'est pas ce qu'on attendait vraiment du président de la République. Lamine, et pourtant, vous savez, au plus fort du sinistre, chacun a pris son téléphone. Je suis sûr que de Montréal à Paris, New York, chacun a appelé sa famille, est resté au pays. Nous, de Dakar aussi, on a pris des nouvelles. On a cherché aussi les volontaires pour aller au secours de ces populations sinistrées. Est-ce que ce n'est pas dans ce contexte-là qu'on aurait plus dû ressentir le concept d'armée-nation qu'on a tant vanté dans notre pays? Finalement, l'armée reste en tout temps, en tout lieu, dans les casernes. Le génie civil de l'armée aurait pu être très opérationnel quand même pour venir en aide aux sinistrés, non? On peut le dire, Abdoulaye, l'armée, c'est autre grand absent de ces inondations, au même titre que le président de la République. On le sait, hein, on l'a vécu lors du couvre-feu, ces effectifs qui étaient là présents sur
tout le territoire la nuit pour montrer qu'il fallait respecter ce couvre-feu-là. On l'a vu aussi à chaque fois qu'il y a des rassemblements, l'armée est déployée pour mater de l'opposant, simplement pour, comme ils disent, ramener l'ordre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a ce qu'il faut, même lors de la fameuse célébration du 4 avril de chaque année, on le voit nous montrer sa superpuissance. Alors, comment ça se fait qu'au moment où les populations sont les pieds dans l'eau, vivent cette détresse-là, que l'armée ne puisse pas venir pour prêter main forte aux populations? Et il y a tellement de choses à faire. On a vu ces jeunes-là qui se passaient les seaux pour dégager l'eau. L'armée pourrait faire une telle chose. L'armée pourrait être là pour remplir les sacs de sable, pour permettre aux populations de se déplacer. L'armée pourrait être là pour ériger des digues. Donc, il y a tellement de choses que cette armée-là, et il faut le dire, on le sait, choyée, bien nourrie, bien blanchi, bien payé, qu'il faut le dire. Donc, c'est assez dommage et je pense qu'on aurait pu voir cette armée nation dont vous parlez, Abdoulaye, dans ces moments-là pour montrer que l'armée, avant tout, est là pour les populations. C'est vrai. C'est vrai. Et Abdoulaye, on parle des inondations, mais le sujet de l'épidémie du coronavirus continue encore de défrayer la chronique. On sait que oui, actuellement, on parle d'un ralentissement. Ça pousse certains à commencer même à crier victoire. Vous pensez que c'est encore trop tôt et qu'on n'en a pas encore fini avec cette pandémie? Surtout, moi, ce qui m'inspire, ce sont ces agences, ces organismes faiseurs de rois, de stratégies de riposte contre la COVID-19. Ces agences qui se réveillent tout d'un coup, qui sortent toutes sortes de classements et qui viennent certainement dresser un classement. Et il faut se méfier. Le Sénégal classé deuxième dans sa stratégie de riposte, deuxième mondial. En réalité, il faut prendre les choses aussi avec des perspectives. Il s'agit d'un classement publié par le Foreign Policy, qui est un magazine, mais c'est une étude réalisée par une université américaine avec une agence américaine, l'USAID. Ça ne va pas plus loin. Ils ont choisi 36 pays, des pays développés à des pays émergents, aux pays sous-développés. Il se trouve juste que le Sénégal est classé deuxième dans ce classement dit mondial, puisqu'il s'agit de pays de tous les continents. Les États-Unis sont classés 31e. Le Sénégal est deuxième derrière la Nouvelle-Zélande, devant le Danemark et devant la France et d'autres grands pays. C'est vrai, c'est bien. C'est toujours mieux d'être mieux classé que d'être mal classé, mais ça ne doit pas pousser à crier Mbarawati tout de suite. Ça n'a rien à voir. Les choses ne sont pas terminées. Et même si c'était terminé, il faut vraiment éviter ces classements. Rappelez-vous, on était le 23 juillet de cette année, quand soudain, on nous annonce que le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a été désigné par le PADEF, le prix africain de développement, qui devait être remis au Rwanda, qui avait été désigné meilleur manager africain de la santé et 100 ans. Et qu'on a découvert que ce prix avait été proposé un mois auparavant, le 25 juin, à l'ancien ministre de la Santé, Eva Marie Coll, qui avait décliné ce prix. C'est dire donc que tous ces prix qu'on va commencer à distribuer par-ci, par-là, se font avec des lobbies, des groupes de pression qui cherchent de l'argent. Il va falloir se méfier de ça parce que ça ne renseigne absolument sur rien du tout sur notre stratégie de développement. Vous savez, au plus fort de cette crise de la COVID-19, on a rendu le combat au peuple. On a magnifié l'engagement communautaire. On a fait la communication pour un engagement communautaire. Il va falloir rendre aussi cette victoire, si victoire il y a, à l'engagement communautaire, au peuple, bien entendu. Mais une seule personne ne pourra pas s'arroger cette victoire contre la COVID-19. Et encore, que même s'il y a victoire demain, il ne faut pas oublier que nous avons perdu d'illustres personnalités qui auraient pu être avec nous encore et encore si notre système de santé était encore efficient. Ça, ce sera un échec. Et il ne faudra pas l'oublier parce qu'on en a perdu quand même d'illustres personnalités qui sont parties parce que certainement on n'a pas pu organiser la prise en charge à temps, parce qu'on n'a pas pu avoir assez de postes d'assistance respiratoire. On n'en avait que 12 au début de la COVID-19. Aujourd'hui, on en est à 60 postes. Heureusement qu'il y a moins de personnes en détresse, en réanimation, et ce qui nous vaut aujourd'hui que les choses se stabilisent. Mais il n'y a pas besoin de crier Mbarawati tout de suite. Mais il y a surtout le fait qu'au début de la crise sanitaire, on disait plus rien ne sera plus comme avant. Aujourd'hui, pensez-vous qu'on est dans une situation où les choses semblent changer et que
après cette pandémie-là, le Sénégal va prendre une nouvelle trajectoire que celle qu'on connaissait jusqu'ici avant l'arrivée de la pandémie? Lamine, je vous assure que si vous rentrez, vous sortez dans les rues de Dakar, vous demandez à certaines personnes, ils ont oublié qu'il fut un temps pas très lointain qu'il y avait le couvre-feu, que personne ne sortait le soir à 20 heures. Vous savez, ça semble si lointain aujourd'hui aux Sénégalais que les gens ont presque perdu toute notion des urgences. En pleine période de couvre-feu, tout le monde se disait qu'après la COVID, plus rien ne sera comme avant. Les choses allaient forcément changer dans nos comportements. Mais Lamine, je suis désolé de le dire, on est presque retourné dans nos travers d'avant Covid. Vous savez, on est dans ce mois de septembre. Et il me plaît de rappeler que le 26 septembre, exactement, coulait le bateau Le Joola. On avait dit plus jamais ça. 2000 personnes. 2000 vies perdues pour rien, pour un bateau qui devait en contenir pas plus de 500 personnes. Les premiers jours, effectivement, même les cars Ndiaye n'avaient pas de surcharge, mais on est retombé dans nos travers. Je crains malheureusement qu'avec l'après-Covid, qu'on avait annoncé comme une révolution, parce que notre système de santé ne serait pas ce qu'il était. On a même construit un plan de résilience économique et sociale sur 4 axes. Et le premier axe était de rebâtir un système de santé efficient. Mais Lamine, en plein Covid, on a vu le personnel sanitaire manifester pour des primes, pour encore des conditions de travail. C'est vous dire qu'on est très, très loin d'avoir pris conscience des urgences de l'heure. Quand maintenant vient s'ajouter les inondations et que du coup, qu'on n'a pas fait grand-chose, et qu'on a annoncé tellement de milliards qu'on n'a pas fait. Ça ne donne pas espoir et ça ne fonde pas l'espoir pour l'avenir. Et c'est ça qui devrait faire qu'on s'arrête un moment, qu'on fasse une introspection profonde pour se dire comment changer l'avenir de notre pays. Hélas, Covid va passer, mais j'espère, avant qu'on ne se retrouve, qu'on aura un bien meilleur Sénégal. Restons optimistes, Abdoulaye, et souhaitons-le. On espère retrouver un monde meilleur la semaine prochaine.